Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Ahmed et qui a marqué: c'est quand tu voyages que tu t'aperçois qu'un autre monde existe. Que tu savais que l'essence la moins chère en Afrique se trouvait en Algérie? Écoute-moi bien, le plein d'essence, il est à 4 €. Et si tu ne crois pas, alors regarde ça. Là, comme vous pouvez le voir, on en a eu seulement pour 1250, ce qui représente environ 4,60 €. Mais les mecs, c'est pas vraiment un plein, on est à 27 litres. Pour moi, un plein, c'est 50, 60 litres, tu vois. Donc là, on va partir du principe que c'est un demi-plein. Que pour 30 litres, on en a pour 5 €, parce que c'était 4,60 €. En France, pour 30 litres, on en a pour 45 €. Facile. Et là, je sais que dans les commentaires, il y aura toujours Monsieur Je sais tout. Et quand je dis ça, je critique pas les mecs, hein, parce que parfois, j'apprends des choses. Donc, je m'adresse à Monsieur Je sais tout. Dis-moi dans les commentaires pourquoi on paye 10 fois plus qu'en Algérie. Moi, je suis un gueux, donc je vais partir sur les choses basiques. L'inflation, le coût de la vie, les taxes. Ah oui, les taxes en France, c'est une dinguerie. Le transport du produit, on va dire. Il y a quoi d'autre en fait? Ah oui, payer les députés, les nourrir comme l'archer. Bref, dites-moi dans les commentaires pourquoi on paye aussi cher. Pour 1250, ce qui représente environ 4,60 €. Carrément, on a même de la monnaie, hein. Un truc de ouf. Je sais pas si tu te rends compte. Tu sais que mon plein de mon scooter, il est à 25 €. Tu vois, la grosse différence. Pour l'instant, la journée, elle nous a coûté environ 5-6 €. On a pris une pizza carrée, on a pris une limonade maison, on a pris une bouteille d'eau et on a fait un plein d'essence. C'est une dinguerie, non, les gens, on se rend pas compte. Eh Macron, la France de Macron, là. Après, il faut aussi dire que les salaires, c'est pas pareil, hein. On passe sur le tweet de Le Gruppetto. Et là, c'est deux cyclistes qui sont attrapés en train de tricher les mecs. C'est une dinguerie, regardez. Il y a tout le monde sur le bord de la route, il y a tout le temps. Ah ouais? Ah bah ils trichent eux, ils sont pas à moitié en train de tricher ceux-là. Il y a du monde. Ouais, dans le plus grand des calmes, donc scène lunaire sur la deuxième étape du Tour de la Guadeloupe. Les Néerlandais Niels Teniglo et Hugues Van Capelle se sont cachés derrière des voitures avant de réintégrer le peloton. Les commissaires ont vu la scène et ont directement exclu les coureurs. C'est vraiment des novices, hein. Du coup, on passe sur ce tweet de Ben et c'est marqué: les pseudo-psychologues RH TikTok qui te sortent ce genre de truc. On souffle fort, si on veut pas manger avec vous, on mange pas avec vous. Depuis quand faut se justifier quand t'es en pause? Un jeune qui veut pas manger avec vous pendant la pause de midi, il faut le virer. Très clairement. Peut-être pas dans 100% des cas, mais très souvent. Pourquoi? Parce que très souvent, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie connexion entre les salariés. Et aujourd'hui, en 2025, le travail d'équipe, c'est primordial. Je demande à personne de faire ami-ami, d'aller boire des coups entre collègues. Non, pas forcément. Je dis juste une chose. La cohésion d'équipe, c'est primordial en 2025. C'est la priorité pour toute entreprise. Et bien souvent, un jeune qui va dans sa voiture pour bouffer, qui va le plus loin de vous, c'est un jeune qui est fermé, qui a pas envie de bosser ici, qui est là juste pour prendre sa thune et se barrer. Ouais, il est là pour prendre l'argent, comme la majorité des travailleurs en France. Ils sont là pour prendre leur argent, parce qu'ils en ont besoin. Et là, je vais parler de moi, parce que moi, j'ai été vendeur dans le prêt-à-porter. Et ça, je l'ai déjà entendu plein de fois, la cohésion, tu vois. Les mecs, en fait, faut comprendre que dans le réel, une personne qui est, par exemple, vendeur dans le prêt-à-porter, c'est une personne qui travaille, on va dire, qui commence à 10 h, dans le meilleur des cas, hein, qui commence à 10 h et qui finit à 19 h, il a 1 heure de pause. Quand il travaille 8 heures, ok? Ça te flingue toute la journée. Pourquoi? Quand tu commences à 10 h, ben en fait, dans les grandes villes, souvent, les gens, ils ont 1 heure de route, tu vois. Dans les transports, etc., ils perdent au moins 1 heure, tu vois. Donc, ils perdent 1 heure, on descend à 9 h, et pour être prêt à prendre son transport, donc, il se réveille 1 heure avant pour se laver, prendre le petit-déj, etc. Donc, il s'est réveillé à 8 h. Il finit à 19 h, il prend le transport 1 heure, il finit à 8 h, il est chez lui plutôt à 8 h, tu vois. Si le mec, il fait du sport, ben, après le taf, il va à la salle de sport, il fait 1 heure de sport, le temps d'aller à la salle, se préparer, tout ça, donc il perd 1 heure. Donc on est à 8 h, 9 h, il fait 1 heure, 22 h, je sais pas si je suis bon dans les calculs, et après encore 1 heure de route pour chez lui. Le mec, il est chez lui, il est 22 h, frérot. Il a plus qu'à manger et dormir. Quand il a la chance, il regarde une petite série, un petit film, et c'est bon. Ouais, et rebolote. C'est ça la vie. Et lui, il veut que quand on est en pause, encore il faut qu'on s'impose des collègues qu'on n'aime pas. Et dans 2 mois et qui va pas être efficace en fait. Donc repérez les signes, je demande pas de... Attention, rentrez pas non plus dans le préjugé, ah il est un peu fermé dans sa bulle au début, il faut le virer. Non évidemment, je dis juste que c'est souvent un signal, un très mauvais signal d'ailleurs, il faut faire attention à ces gens-là. Bref, moi j'étais ces gens-là à manger dans mon coin.
On enchaîne avec ce tweet de chien surpris, et c'est marqué « Il y a toujours un génie de comptoir pour ouvrir sa grande bouche et venir te dire que l'immobilier à Paris, c'est une bulle, que ça va éclater, que les prix vont s'effondrer, que bientôt t'achèteras un 3 pièces dans le Marais avec ta prime de Noël. Ben ouais, bien sûr, et la marmotte, elle met l'acte de propriété dans le papier à lui. » Salut à tous. En fait, je fais ce TikTok parce que rien ne va plus. Franchement, à Paris, je sais pas ce qui déconne, mais à un moment, il va falloir arrêter. Vraiment, Paris, il va falloir arrêter. Vous voyez cet appartement dans le 18e. Le 18e, c'est avec le 19e le quartier le moins cher de Paris et le plus désagréable, sauf certains micro-quartiers. Et là, on est dans le micro-quartier de Montmartre. Comme vous voyez, on a une super vue sur Montmartre. Donc, on est vraiment dans la super bonne partie du 18e et c'est vrai que c'est plus cher. C'est vraiment un quartier agréable. C'est un peu en pente, le métro est un peu loin, mais c'est agréable, c'est calme. Franchement, c'est bien. Mais là, regardez. Cet appartement-là, traversant et lumineux, 2 pièces, situé au 5e étage avec ascenseur d'un immeuble ancien, parfaitement rénové. Il y a beaucoup de choses, il y a un petit balcon filant, on voit le balcon, pour un 45 mètres carrés. Devinez le prix d'un 45 mètres carrés, quand bien même il est parfaitement rénové. Il y a aussi une vue sur la Tour Eiffel et c'est vraiment une rénovation très haut de gamme. Regardez-moi ce 45 mètres carrés, là vous le voyez, étage 5e, donc avec le balcon et tout. On est à près d'1 million d'euros, donc on est à peu près à 20 000 euros le mètre carré. Il est beau l'appart. Les mecs, 1 million pour un 2 pièces. Dinguerie. 1 million pour un 2 pièces. Il a dit c'est le quartier le moins coté de Paris. Après, c'est les bons côtés du quartier le moins coté de Paris. Ils disent qu'il y a une vue sur la Tour Eiffel. Les vues comme ça, on les connaît. Hein. C'est la pointe qu'on voit. 1 million pour un 2 pièces. Après, la déco, c'est que ma cam. Alors là, c'est que ma cam. Les moulures, la cheminée, etc. C'est vraiment... Alors le sol, j'adore. Franchement, c'est ce que j'aime. Quand j'étais plus jeune, franchement, j'aimais ce qui était design style maison d'architecte. Et ça a super mal vieilli. Hein. Les trucs carrés, etc. Ça a super mal vieilli. Je dis ça parce qu'il y a des gens, quand je dis que j'aime le vieux, ils me disent « Ah, mais c'est vieillot, c'est éclaté. » Les mecs, ça, c'est comme une œuvre d'art. Même dans 20-30 ans, les gens vont adorer de zinzin, d'accord? Et 1 million pour un 2 pièces, les mecs. Mais qui donne ça? Sérieusement, qui donne ça? Franchement, c'est un bel appart, on est tous d'accord. Mais 20 000 euros le mètre carré dans le 18e et près d'1 million d'euros pour un 45 mètres carrés. Mais on va où là? Dites-moi si c'est moi qui abuse ou si c'est eux qui abusent, parce que franchement, je suis perdu. Et pourtant, je fais de l'immobilier depuis une quinzaine d'années, mais là, j'avais déjà vu des apparts à 20 000 le mètre et je sais que cette partie-là... Bref, ça bug. En tout cas, moi, je ne suis pas la cible, je n'ai pas l'argent et j'aime pas Paris. Voilà, moi, avec 1 million, je vais dans un patelin, j'ai une belle maison ancienne, j'ai une petite grange, j'ai des chevaux, j'ai du terrain, j'ai une piscine. Avec 1 million, je le trouve. Et je préfère ça. Et le calme en plus. Et je le calme. Franchement, les mecs. Bref, on enchaîne avec ce tweet de John Delorenne, c'est marqué Alerte Info. Le gouvernement veut taxer la drogue saisie à hauteur de 45% de CSG, je sais pas c'est quoi, mais pourquoi s'arrêter là? 100% non, et ils ont droit à la retraite, les trafiquants, avec trimestre validé par kilo confisqué. Et si les revenus des trafiquants de drogue participaient à résorber la dette de l'État? C'est ce que souhaite Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, en taxant près de 5 fois plus les trafics. L'État, en faisant ça, va percevoir des taxes sur de l'argent sale. On considère en fait que les revenus, quand bien même ils sont complètement illicites, c'est la vente de drogue, de la vente par exemple de voitures volées, et c'est taxable, parce que ce sont des revenus qui ont... Mais si l'État se fait de l'argent grâce à de l'argent sale, ils vont plus chercher à les arrêter. Concrètement, lorsque la marchandise des trafiquants est saisie, elle est notamment soumise à la CSG, la contribution sociale généralisée. Aujourd'hui, à hauteur de 9,2% de sa valeur. La ministre de la Santé voudrait passer à 45%. Pour connaître les revenus de ces trafiquants, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à estimer le montant de leurs marchandises. C'est eux qui vont nous dire que 10 grammes ou 100 grammes, je sais pas, de cocaïne, c'est tant de montant, l'héroïne, c'est tant de montant. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on estime les revenus qui auraient pu être tirés de ces produits illicites. Une mesure saluée par les syndicats de commissaires, même s'ils souhaitent aller encore plus loin. Il faudrait envisager beaucoup plus que 45%. Tout ce qui va toucher au portefeuille et à l'argent sera encore plus efficace que les peines de prison avec sursis ou les peines de prison ferme. Ah, je crois que j'ai compris. Ça veut dire que si un trafiquant, il se fait choper avec une tonne ou je ne sais quoi, et qu'à côté, il a un patrimoine de temps et temps, ils vont le taxer sur son patrimoine, c'est ça? Non, je comprends pas trop. Parce que là, on dirait qu'il parle d'une entreprise qu'on peut taxer, c'est chelou. Dès qu'on touche au portefeuille, on assèche les revenus issus du narcotrafic. Catherine Vautrin espère présenter son projet de loi d'ici à la fin de l'année. Dans les commentaires, dans un pays normal, les trafiquants, on les arrête, on éradique le trafic, mais pas en France. Non, en France, le gouvernement, les députés n'arrêteront pas ceux qui les fournissent. Autant profiter du business des copains. Une preuve de plus que ces incompétents doivent dégager. Et on passe sur le tweet de France Info qui a marqué « Étudiante Gazaoui accusée de propos antisémites. Les publications sont inadmissibles », condamne le député
LFI Thomas Porte qui regrette que le cas d'une personne soit utilisé pour faire en sorte que plus aucun réfugié palestinien n'arrive sur le territoire. D'abord, les publications, si elles sont vérifiées, sont absolument inadmissibles. Nous, on n'est pas là pour cautionner des gens qui font l'apologie de l'antisémitisme ou qui relaient des publications d'Adolf Hitler. Maintenant, je vois bien comment le cas d'une personne est utilisé notamment par l'extrême droite qui soutient Israël pour faire en sorte qu'on n'ait plus aucun réfugié palestinien qui arrive sur le territoire national. Cette polémique, elle est partie d'un fait qui est absolument grave et que je condamne ici aujourd'hui, mais qui derrière est venu faire en sorte que Jean-Noël Barrot dise qu'il n'y ait plus un seul réfugié palestinien qui arrive aujourd'hui. Je crois que la France a le devoir d'accueillir les Palestiniennes et les Palestiniens qui sont victimes d'un génocide. La France en a déjà fait sortir un certain nombre et nous devons continuer à les accueillir et faire croire que parce qu'une personne a dit des choses absolument atroces, ce serait l'intégralité des Palestiniens, comme j'ai pu l'entendre sur des chaînes. On a parlé de culture arriérée sur les Gazaouis, c'est absolument inacceptable. Pas ici. La France, non pas sur votre chaîne, mais je l'ai entendu sur d'autres chaînes, je tiens à le souligner, c'est absolument inacceptable et la France a le devoir d'accueillir les réfugiés palestiniens. Du coup, dans les commentaires, il y a Alco qui dit « Ce matin encore France Info, c'est le média de LFI comme chaque jour. Après Porte, il y a eu Adrien Clouet. Ils sont toujours accueillis avec complaisance par des journalistes qui boivent leurs paroles. » Ok, si tu veux France Info, c'est LFI, mais on va dire quoi de CNews, BFM, LCI, Europe 1 et tutti quanti. Du coup, on passe sur ce tweet de CNews, comme quoi avec Eric Nolot qui dit « Le Hamas traite les otages comme le faisaient les nazis. » Mais vous savez, on les a déjà vus, ces images. Oui. On les a vues à Auschwitz, on a ouvert les camps. Sauf que les nazis les cachaient, ces images-là. Voilà, il parle de l'otage ou bien du prisonnier de guerre qui creusait sa tombe. J'ai condamné ça. Mais le truc que je vois là maintenant, c'est que toutes les chaînes d'infos sont en boucle sur ça. Mais pendant des mois et des mois, voire limite des années, avec Gaza, avec les Gazaouis, les images qu'on a vues, les images que je peux même pas diffuser sur ma chaîne, ils en ont jamais parlé. Voilà, 2 points de mesure. Et quand il y avait des visites de la Croix-Rouge, ils organisaient des sortes de villages Potemkin. Le Hamas, non. Parce que autant ils peuvent dire que le Hamas, avec cette vidéo, il se comporte comme les naze-naze, mais il y a plein de séquences où Tzal se comporte comme les naze-naze. Le Hamas exhibe les corps amaigris de cet homme qui est plus... Désolé, je m'encorpose. Par contre, le Hamas n'a jamais eu le slogan de... je sais pas moi, le Hamas, les gens les plus... c'est quoi encore l'armée la plus morale du monde? Donc le Hamas, l'armée la plus morale du monde, tu vois. Jamais ils ont dit ça, tu vois. Par contre, le Tzal, il dit ça. À côté de ça, on a vu des séquences lunaires, tu vois. Mort que vif et exige des choses en inverse. Écoutez, on n'a pas affaire à des gens qui sont encore dans l'humanité, en réalité. Ils parlent d'ailleurs, ils parlent du côté du mal absolu. Et puis, ça fait le lien avec notre premier sujet. Ils traitent les otages comme le faisaient les nazis, et donc, ils sont des adorateurs d'Hitler qui faisaient la même chose. Voilà. C'est absolument cohérent. Simplement, moi, j'attends qu'on en tire les conséquences. Comment on s'adresse à ces gens qui ont quitté l'humanité, qu'est-ce qu'on prend comme mesure et qu'est-ce qu'on attend pour prendre vraiment la mesure de ce que sont ces gens, voilà, et de ce que sont en tout ou en partie tous les gens qui viennent de Gaza. Je regrette, ils sont les contemporains, les concitoyens. Ils ont grandi dans cette idéologie, dans ces valeurs-là. Malheureusement, qui ne sont pas des valeurs. Je sais pas. Il aurait dit quoi si on mettrait la séquence là tout de suite du Gazaoui qui marche et dos aux soldats de Tzal et qui se fait tirer dans le dos? Il aurait dit quoi si on mettait la séquence ou bien la photo des petits qui se font tirer, qui prennent une balle dans la tête par des snipers? Dans cette absence de valeur, c'est une régression absolue, c'est absolument intolérable. Je trouve même que la réaction de la France est un peu molle. Moi, je trouve que l'indignation et l'expression de l'indignation n'est pas du tout à la hauteur des atrocités qu'on vient de voir. C'est vraiment profondément choquant. Dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui mettent des photos. Là, je vais devoir flouter. Voilà, des vidéos même, tu vois. Donc là, je floute tout simplement parce que ça va pas passer sur YouTube. Et on passe sur le tweet de l'exploitateur. Et là, ça parle encore de l'otage ou bien du prisonnier de guerre. C'est marqué dans une publication, l'animateur télé Arthur adopte un ton moqueur à l'égard des Palestiniens affamés en écrivant ceci pendant que vous comptez les calories à Gaza. Le mec, quel niveau de pourriture faut être pour faire ça? C'est Arthur qui a fait une story sur Instagram. Regardez, c'est une folie. Ok. C'est dégueulasse. Cette vidéo, elle est dégueulasse. Mais il est en train de comparer un mec en train de creuser sa tombe, qui est une dinguerie à son nom, à des milliers d'êtres humains qui sont en train d'être génocidés. Et il te sort pendant que vous comptez vos calories. Et on passe sur ce tweet de l'informatrice qui a marqué « Je pose ça là, alors c'est qui les héritiers des nazis ?» Donc Haaretz, il dit « Oui, au transfert, 82% des juifs israéliens soutiennent l'expulsion des Gazaouis, 82% des Israéliens veulent expulser les Palestiniens de Gaza, 47% veulent tuer tous les hommes, femmes et enfants. » Attendez, vous n'avez pas vu, voilà. C'est quand même le 28 mai.
On enchaîne avec ce tweet de Salsa et c'est marqué Netanyahou et ses sbires sont les seuls responsables de ce fiasco. T'as vu Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, il a réagi après cette vidéo là où on voit justement un otage israélien retenu par le Hamas, totalement amaigri, totalement affamé. Là, Jean-Michel Barrot, il témoigne et il dit que c'est des images ignobles. C'est encore une fois du deux poids deux mesures, vous m'excuserez, hein, mais c'est réel. Bien que ce soit triste, tout ce qui se passe, au final, quand ça vise Israël, on a directement le ministre français des Affaires étrangères qui réagit. Mais derrière, quand t'as des dizaines, voire même des centaines de vidéos d'enfants affamés, d'enfants démembrés qui circulent, là, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. C'est juste du fake, c'est du montage, tu vois ce que je veux dire, c'est du foutage de gueule. Bref, encore une fois, hein, c'est représentatif du fameux deux poids deux mesures. Quand c'est Israël qui est touché, on a directement le ministre français qui réagit. Et quand c'est la Palestine, ils ont vraiment du mal à réagir. Il faut limite leur arracher les mots de la bouche. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et c'est bien d'en parler aussi. Alors oui, ces images, elles sont tristes, mais il y a encore bien plus triste qui est filmé et qui est diffusé. Mais malheureusement... Hein, Et toi, là, c'est relou de devoir faire la comparaison, tu vois. En fait, normalement, dès qu'il y a un truc, ils devraient en parler. C'est des journalistes. Des journalistes. Française, sur ce qui est encore plus triste, ils préfèrent faire les autruches et faire comme s'il se passait rien. Ça, c'est dégueulasse. On en parle ensemble dans les commentaires, j'attends vos retours. Du coup, on passe sur l'étude de news et c'est marqué « Une partie de la population française est absolument idiote », déclare depuis Israël l'élu de la République, Shannon Seban. Donc, on a une élue qui insulte une partie de la population française dans le plus grand des calmes dans un autre pays. De la population qui est absolument idiote, si je peux me permettre. Vous connaissez, je parle sans langue de bois, qui a appelé au boycott de mon livre, me taxant de sioniste pro-génocide. Et plus largement, je dénonce une campagne de boycott aujourd'hui qui touche, malheureusement, comme dans les années 30 et 40, les artistes, les intellectuels juifs, qu'ils soient chanteurs, sportifs même, parce qu'on a bien vu, on a aujourd'hui des élus de la France insoumise qui appellent au boycott lors de l'Eurovision, d'Eden Golan, de Raphaël plus récemment. C'est absolument inacceptable. Donc ça, Amir, j'allais y venir, c'est absolument insupportable. Voilà, vous savez pourquoi elle insulte une partie des Français? Parce qu'on a touché au portefeuille, tout simplement les mecs. Du coup, dans les commentaires, donc, Shannon Seban part à l'étranger pour insulter les Français. Celle qui insulte une partie des Français depuis l'étranger, tout en étant censée les représenter. Si ça, c'est pas la définition de l'idiotie, on ne sait plus ce que c'est. Et on passe sur le tweet de CNews avec Julien Baloul qui a dit « Cette guerre aurait pu s'arrêter depuis le début si les otages avaient été libérés. » Je pense que vraiment, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que tout a été mis en place pour la libération des otages, parce qu'on rappelle que cette guerre aurait pu s'arrêter depuis le début si les otages avaient été libérés. Vous croyez vraiment que la guerre se serait arrêtée? Je dis ça parce qu'il y a, je crois, 2 jours, c'était hier, j'ai posté une séquence où on voit des colons israéliens qui sont à Gaza en train de dire « Ouais, ben j'aurai ma terre ici, ma maison sera au bord de la mer, etc. etc. » On voit clairement que eux, en fait, ce qui les intéresse, c'est pas les otages, hein. C'est d'avoir une terre, hein, tout simplement. Hein. On rappelle que cette guerre n'aurait pas eu lieu et tous ces morts qu'on voit aujourd'hui à la fois dans la bande de Gaza et en Israël n'auraient pas eu lieu si les Palestiniens n'avaient pas déclenché cette guerre en Israël. Et là aussi, tu vois, je veux pas jouer l'historien, mais dire que ça a commencé le 7 octobre, ça j'irais doser quand même. Hein. Je ne suis pas naïf quant au cessez-le-feu. Certains disent le cessez-le-feu est le seul moyen de préserver les otages. Je rappelle qu'il y avait un cessez-le-feu lorsque la guerre a été déclenchée, donc il ne faut pas non plus être naïf et baisser la garde même pendant un cessez-le-feu. Mort de rire, il a quelle légitimité pour donner un avis à la télé, lui? C'est vrai, c'est qui en fait? Du coup, on passe sur ce tweet de Marcel, c'est marqué 60 000 manifestants hier à Tel Aviv pour la fin de la guerre et la libération des otages. Du coup, dans les commentaires, 60 000, c'est peu pour la totalité de la population, si tu veux, mais en France, quand il y a une manifestation, ben c'est pas tout le monde qui sort, hein. Il y a des gens qui pensent la même chose, mais ils sortent pas, tout simplement. Non, Marcel, la manifestation se concentre sur la demande de libérer les otages israéliens, éradiquer le Hamas et mettre ensuite un terme
à cette guerre. Du coup, on termine tout de suite de l'informatrice qui a marqué « Écoutez bien, c'est limpide, il est absolument faux de dire que le sionistan représente tous les juifs. Nous sommes de nombreux juifs dans le monde à vomir cet État, aussi bien pour des raisons idéologiques que religieuses. Le sionistan est un État démoniaque. » Je reviens rapide et vraiment juste pour un sujet. Là, voilà, il faut qu'on se parle de Marie Saint-Filtre, là, qui donc crie à l'antisémitisme parce qu'elle a été chassée d'un café, ce qui reste à prouver. D'ailleurs, les 3 personnes qui l'auraient soi-disant chassée actuellement, en fait, ont porté plainte contre elle pour diffamation de ce fait-là. Même le tenancier du café dit qu'elle n'a pas été chassée. Elle est même d'ailleurs dans son poste elle-même, elle dit qu'elle est partie d'elle-même. Et elle confond, et ça c'est vraiment inadmissible aujourd'hui, de confondre en fait le soutien à la lutte palestinienne et à la lutte du peuple palestinien avec de l'antisémitisme. On en a assez d'entendre ça. Et j'ai envie de dire, nous, notamment les personnes juives de gauche et antisionistes, on n'en peut plus d'entendre ce type de discours. Non, en fait, soutenir la cause palestinienne ne veut pas dire être antisémite. Il faut vraiment arrêter cet amalgame. C'est très important. Israël ne représente pas l'ensemble des juifs. C'est pas parce que c'est un État qui se dit un État juif que c'est l'État de tous les juifs. Loin de là. Nous sommes nombreux à ne pas reconnaître Israël comme un État juif. Déjà, en fait, même pas comme notre État. Donc il faut arrêter cette confusion-là, cet amalgame entre lutte du peuple palestinien et antisémitisme, c'est très grave. Et aujourd'hui, dans le monde actuel de 2025, c'est attiser la haine. C'est clairement pas aller dans le sens de l'amour de l'humanité. Et ouais les mecs, je vous l'avais dit que c'était elle qui était partie. Du coup, dans les commentaires, ayant fait pratiquement toutes les manifs pro-Palestine depuis bientôt 2 ans, les juifs antisionistes ne se bousculez pas au portillon malheureusement, votre combat est noble, mais les voix juifs manquent cruellement à l'appel, c'est la vérité, et ce à travers le monde. Vous êtes qui, vous, pour juger? Alors pourquoi ils se laissent tous mettre dans le même sac? C'est ce qu'ils vous ont dit. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.